Salut à tous. Alors hier, comme beaucoup d'entre nous, j'ai écouté notre président parler. Alors je l'ai pas écouté au moment du direct, je l'ai écouté un peu après. Et j'ai pas réagi parce que j'aime pas réagir comme ça à chaud sur ce genre de choses. Je préfère prendre un peu de temps pour réfléchir, pour décortiquer un petit peu, même si très honnêtement, notre président a encore brillé par le vide de ce qu'il a pu raconter. Mais pas que. Il y a quand même des choses intéressantes à sortir de ce qu'il a dit. C'est bon. L'exercice a été pénible, hein, alors mettez plein de likes et puis partagez cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Voilà, bon ça c'est fait. Allez, on entre dans le vif du sujet. Donc, je vous ai bien évidemment accéléré le truc, hein, on va pas se le frapper en entier. J'ai relevé quelques points sur le début, puis je reviendrai un peu sur la suite. Alors, je vais très certainement faire des cuts parce que je pense que ça va être trop long. Donc il y a des choses que je vais dire en direct et au fur et à mesure, mais que je couperai certainement après, avant de publier la vidéo, voilà. On est parti. Du coup, alors on commence fort. Notre président, il nous rappelle ce que c'est qu'une démocratie d'après lui. Raté. Et je vous le dis ici avec beaucoup de solennité, nous sommes une grande nation et un vieux peuple. Il se dote de responsables qui ont une légitimité politique, président de la République, des parlementaires, qui sont élus par lui. Il y a des légitimités qui existent. Les syndicats ont une légitimité. Et quand ils défilent, qu'ils manifestent, ils sont en opposition à cette réforme, je les respecte. Ils défendent leur point de vue. Et d'ailleurs, c'est protégé par la Constitution, le droit de manifester, pétition, il y a une légitimité. Et d'ailleurs, le gouvernement, comme le... Ouais, il y a une légitimité. Il faut quand même pas inverser le principe de la démocratie. On a créé des institutions pour que ça fluidifie les relations. Mais il n'empêche que, in fine, ça reste quand même les gens qui décident, ça reste le peuple qui décide, pas les institutions. Je rappelle que le peuple est au-dessus de la Constitution, puisque c'est par lui qu'elle est créée. Il suffit de faire un référendum et la Constitution, on la change comme on veut, enfin il suffit. Donc ça montre bien que dans la hiérarchie en fait du pouvoir de notre démocratie, c'est le peuple qui est au-dessus des institutions et au-dessus de la Constitution même. Le Parlement a essayé de tenir compte de ces manifestations et d'intégrer une partie de ces groupes. On y reviendra. À côté de ça, je vous le dis, dans le moment que vivent nos démocraties, quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui ou maires, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence, sans règle absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. En fait, le problème, c'est le même qu'on te dit depuis des années, en fait. C'est que dans le jeu de la démocratie, les gens, ils font des grèves, ils font des petites manifestations en criant pas contents. Si tu les écoutes pas, ils vont réellement le devenir. Et il y a un moment donné où si les gens ne peuvent plus vivre, ne peuvent plus survivre, et qu'en plus tu favorises les inégalités dans le pays, ça explose. Il y a 200 ans, on a tué suffisamment de gens, des dirigeants et autres, à cette époque-là. Quand il y a eu en 1800, sur la fin, sur la Seconde République, ça a été chaud aussi. En 68, ça a été chaud aussi. À chaque fois que ça bouge pour de vrai, tu vas pas gagner, quoi. Donc la démocratie, oui, effectivement, les gens, la majorité du temps, ils sont calmes, et à un moment donné, quand on les écoute plus, ils s'énervent. C'est le principe, hein, en fait. Bon, La démocratie... Convenez, Monsieur le Président, ce ne sont pas des propos qui sont à même d'apaiser. Ce sont des propos qui clarifient. Ce sont des propos qui clarifient. Le gars, il est vraiment hors sol, en fait. Il y a le pays, la moitié du pays qui est en train de brûler, mais le gars, il dit non, mais moi je clarifie, hein, de toute façon, j'ai été élu. Ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, Alors là, il fait des comparaisons qui sont malhonnêtes, parce que ce soit le Capitole aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Quant aux extrêmes violences, ça y est, maintenant on passe sur un autre superlatif, parce que violence, ça suffisait pas. Donc, extrême violence sur la Norvège ou autre, ça n'a rien à voir avec des problèmes politiques. À un moment, il faut comparer ce qui est comparable, Manu. Sur ce que j'ai repéré. Alors, je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Ah oui, elle est belle, celle-là. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Ah, putain. On s'en fout que ça te fasse plaisir ou pas. T'as voulu le job. T'as voulu le job. C'est quand même, c'est pas le plus petit job du pays, tout le monde se bat pour l'avoir. T'as voulu le job, tu l'assumes. Ce que tu penses, en fait, on s'en fout. Ton boulot, c'est de nous représenter. C'est de porter la voix du peuple. Donc, que tu fasses des choses qui te fassent plaisir ou pas, ça ne nous concerne pas, ça. Désolé. Ça va avec la responsabilité du job, en fait.
Peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec les mêmes règles? Alors, là, du coup, Manu, je sais pas, mais moi j'ai un doute sur ce que tu viens de dire. Parce que le principe de cette réforme des retraites, elle repose systématiquement sur le postulat que, comme notre population est vieillissante, il n'y a plus assez d'actifs pour pouvoir payer les retraites de ceux qui ont vieilli, dû au baby-boom principalement. Alors, moi je suis quelqu'un de taquin, et du coup, je suis allé voir la pyramide des âges de notre pays, n'est-ce pas? Donc, si je regarde la pyramide des âges, alors ça vient directement du site de l'INSEE, hein, c'est la pyramide des âges du pays actuellement. Bon, écoute, je crois que soit je sais pas lire une pyramide des âges, soit tu racontes encore des cracks, tu mens. Regardons un petit peu. Les retraités, ils sont à partir de là, 64 ans, c'est tout ce qui est au-dessus. Donc déjà, on s'aperçoit que sur toute la tranche âgée du pays, ça réduit fortement quand même à partir de 75 ans. Et la partie active, actuellement, c'est quand même celle qui est la plus importante. Surtout ma génération, c'est-à-dire les enfants des boomers, c'est nous qui sommes actuellement les plus nombreux, c'est normal. En fait, c'est tout à fait normal. Ce qui l'est moins, c'est qu'effectivement, en dessous, entre 50 et 30 ans, on a une population un peu plus légère. Et puis ensuite, ça remonte sur les adolescents. Et moi, si je remarque que la période où il y a le moins de naissances dans notre pays, c'est quand même depuis que t'es président, Manu. Regarde, les gens, ils copulent plus, en fait. Ils font plus de bébés. Peut-être parce qu'ils croient plus dans le futur que tu nous proposes, quoi, en fait. Alors maintenant, je voudrais aussi préciser un truc, ce qui est vachement bien, c'est que moi, quand j'étais jeune adulte, Macron est un peu plus jeune que moi. Donc, si je regarde la pyramide des âges de quand j'étais jeune adulte, dans les années 90, j'avais 16 ans. Donc j'étais ado encore, mais là, on voit bien qu'il y a une très très forte démarcation entre la les plus âgés du monde du travail et effectivement ma génération. Hein, moi je suis 74, voilà, moi je suis ici, à cette date-là. Donc, on voit bien que c'était effectivement cette tranche d'âge-là qui était très nombreuse, et que donc, on s'est dit qu'ils allaient vieillir. Et qu'est-ce qu'a fait notre pyramide des âges? Regardez, je vous la fais bouger en temps réel. C'est quand même beau la nature, non? C'est que les gens, ils meurent. Attends, Manu, j'ai un scoop pour toi. J'ai un scoop pour toi, Manu. Quand on vieillit, on meurt. Je vous la remets. Donc, je suis vraiment pas convaincu, moi, que cette histoire de beaucoup de retraités par rapport à très peu d'actifs se soit avérée. Voilà. Si vous avez une autre façon de lire la pyramide des âges, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, on sait jamais. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Je veux bien me laisser le bénéfice du doute là-dessus. Bref, allez, reprenons. On rentre de plus en plus tard dans la vie professionnelle. On vit, et c'est une chance de plus en plus tard. Nous avons un système par répartition qui fait que c'est nous, les actifs, qui finançons aujourd'hui les retraites. On ne finance pas les nôtres. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré, il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Et c'est l'intérêt. Alors, là on arrive dans un autre champ. On a parlé de la pyramide des âges, on parle de la responsabilité maintenant. Intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation démographique ? Manu, la responsabilité, t'en as pas, en fait. T'es intouchable. Le statut du président de la Ve République, il a une immunité quasi totale, à tous les niveaux. T'es intouchable, tu n'as pas de responsabilité. Et comme tu le dis toi-même, t'es pas rééligible. Tu peux pas te présenter pour un 3e mandat, enfin, à moins que tu nous la joues à la chinoise et que t'essayes de modifier la Constitution pour le faire quand même d'ici 4 ans. T'en serais capable, hein, quand même. Je dirais à ce niveau-là. Mais la responsabilité de quoi ? Tu vas être sanctionné par la justice pour avoir foutu dans la merde autant de familles? Tu vas être traîné devant les tribunaux? Non. La seule responsabilité qu'on peut te donner, et que tu vas avoir à un moment donné, c'est de répondre aux gens qui sont super en colère dans la rue. Ça, oui. Enfin, c'est aussi facile de parler de responsabilité quand tu as 5 compagnies de CRS et environ 2 lignes de groupes d'intervention spéciaux de l'armée qui te protègent du reste de la population. Hein? Tout de suite, c'est beaucoup plus simple avec beaucoup de potes.
qu'est la nôtre. On aurait pu dire on baisse les pensions. La réponse est non. Nos retraités n'ont pas trop de pouvoir d'achat. On ne peut pas baisser leurs pensions. On va même relever celle des plus modestes. La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations des actifs. Nous avons un problème de pouvoir d'achat en raison de l'inflation. Ou des entreprises, Monsieur le Président. Non. Et de mettre les entreprises à contribution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que passer la réforme des retraites au moment où on est en pleine inflation, où tous les prix explosent dans tous les sens, c'était stratégiquement au niveau de la politique, c'était quelque chose d'extrêmement judicieux. Au moins, ça te permet aussi d'avoir un argument de plus pour dire « Ah mais non, on va pas augmenter les cotisations. Hein. » Financement. Non, parce que je vais venir, c'est pas comme ça que marchent les retraites. Les retraites, c'est des cotisations des actifs pour les retraités. La troisième solution, c'est de dire au fond, j'acte que mon système de retraite a un déséquilibre, et c'est le budget de l'État qui va le financer par ailleurs. Et alors comment on fait quand c'est le budget de l'État? Soit on augmente les impôts. Nous sommes l'un des pays occidentaux qui a les impôts les plus hauts. Bah ça dépend pour qui en fait, parce que les plus riches, ils en payent beaucoup moins depuis que tu as été élu au premier mandat, là. Avec l'ISF, etc., qui a disparu. On parle de combien déjà de 17 milliards par an de déficit sur un budget de 2100 milliards annuels sur le pays. Moi, je crois dans la réindustrialisation du pays, j'espère qu'on y reviendra, on l'a défendu, on est en train de gagner cette bataille, c'est pas pour faire l'inverse. Deuxièmement, on pourrait dire, c'est au dépend de priorités. On doit investir dans nos services publics, notre école, notre santé. On peut pas prendre cet argent pour le mettre sur les retraites. Et alors la formule magique, qui est implicitement le projet de toutes les oppositions, et de tous ceux qui s'opposent à cette réforme, c'est le déficit. Ben non, c'est pas le déficit en fait, la seule solution, Manu. Tu nous fais encore un truc de l'épouvantail, là. Non, c'est pas le seul truc qui est possible, le déficit. 17 milliards? Ben, on peut prendre, effectivement, prendre l'argent ailleurs. Attends, je vais rechercher une info. Voilà. Je vais pas vous lire l'article, hein. C'est un truc que je trouve rapidement sur Europe 1. Nettoyage de la Seine. Vous vous rappelez de cette histoire pour les JO de 2024, là? Nettoyage de la Seine, hein. 1,4 milliard d'euros. En sachant qu'il y en aura la moitié qui seront à l'État. Bon, avec les extensions de budget, on va arriver facilement à 1 milliard d'euros. Bon, mais t'en as déjà un qui sert à rien, là. Parce qu'arriver à nettoyer la Seine en 300, en 400 jours, bon courage, Manu. Puis quel est l'intérêt? Si les sources de pollution sont pas stoppées, c'est pisser dans un violon, quoi. Donc là, t'as déjà 1 milliard à récupérer. Ensuite, je pense comme ça, là encore, si je dis une bêtise, vous m'arrêterez. Et vous me le direz en commentaire, mais il n'y a pas encore le CICE actuellement. C'est la subvention d'État pour les grandes entreprises, soi-disant, pour les inciter à embaucher, sans aucune contrepartie. Hein, c'est juste cadeau, à coût de milliards. Ça nous coûte combien chaque année en milliards d'euros, cette histoire? Tu penses pas qu'il y a des endroits où on peut récupérer le pognon, effectivement, et plutôt que 17 milliards, c'est que dalle. En vrai, sur notre budget. Écoutez, d'abord, sur la conviction, Monsieur le Président. Mais peut-on avoir raison seul? Pas partager cette contrainte. Mais peut-on avoir raison contre 70% des Français? Écoutez, d'abord, sur la conviction, Monsieur le Président. Mais peut-on avoir raison seul contre les autres? Alors, le journaliste, moi j'ai senti, ils ont essayé de faire leur taf. Ils sont pas agressifs avec le président, mais on sentait qu'ils en avaient gros quand même. Hein. Une fois ou deux, la journaliste en question, je la connais pas, elle coinçait quand même. Il y a des moments, elle le collait pas mal. Peut-on avoir raison seul contre tous les Français? Elle est bonne la question, et la réponse, elle est non, en fait. Et je vous renvoie vers les vidéos de fouloscopie, justement, qui montrent que dans beaucoup de cas, notamment dans le cadre de la connaissance, la démocratie, la foule, a quasiment toujours raison. Il y a des cadres ou des contextes où elle ne l'a pas. Mais très souvent, elle a raison. Très très souvent. Parce que quand on est beaucoup plus nombreux, on est beaucoup plus intelligent. C'est ce que lui, il n'a pas compris, en fait, notre président. À force d'être seul dans son bureau et de s'isoler, et de prendre toutes les décisions lui tout seul, il n'a pas compris qu'il ne peut pas être plus intelligent que des dizaines de millions de gens. Ce n'est pas possible, même si c'est le plus grand génie de la planète. Voilà. Ses responsabilités dans un système démocratique où les élections ne sont pas très tardives, ni celles des parlementaires, ni celles du président, et où, sur les fondamentaux d'une réforme, après il faut la compléter, il faut entendre ce qui se dit, je vais y revenir. Et je pense que beaucoup de choses qui se sont dites ne sont pas sur les retraites. Y compris les colères qui s'expriment aujourd'hui. Nos pêcheurs, par exemple, s'expriment mal, c'est pas les retraites le cœur de leur problème. Alors ça, c'est du détournement d'attention, hein. Prendre des exemples ailleurs qui n'ont rien à voir avec le sujet, c'est juste pour détourner l'attention. Des réglementations, des jugements qui leur tombent dessus. Bon, il faut les entendre et les aider. Beaucoup des colères qui se sont exprimées, ça ne sont pas que les retraites. Et je veux y revenir et pouvoir en parler. Mais notre système aujourd'hui, nous devons le réformer. Et donc je le fais en responsabilité, par le sens de l'intérêt général. Il y a une partie des oppositions qui ont eu le sens de la responsabilité. Et je vous le dis ici aussi, il faut les respecter. Alors, oui, ceux qui ont le sens de la responsabilité, c'est ceux qui sont d'accord avec lui. Les autres, ce sont des irresponsables parce qu'ils sont pas d'accord. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Hein. Bon, là, j'apprends rien à personne. Hein. Celle-là est très très bonne. Elle a fait bondir tellement de gens. On nous a dit aucune réforme. Vous n'avez pas totalement. Vous n'avez commis aucune erreur. De pas réussir à convaincre. Mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties. Vous n'avez commis aucune erreur de pas réussir à convaincre. Mais tu es sérieux, Manu? Sérieusement. Je veux bien que dans ce cas, dans cet exercice-là, tu aies une posture à avoir. Tu peux pas
te pointer en faisant ton mea culpa et en faisant comment dire, les excuses populaires des communistes ou ce genre de choses. Je veux bien. Enfin, il y a quand même une grosse différence entre dire nous avons quand même commis quelques erreurs, je sais pas, ne pas écouter les Français par exemple, et puis ne dire qu'on a commis aucune erreur juste d'avoir mal fait de la pédagogie. Là, tu comprends qu'avec un discours pareil, les gens s'énervent encore plus. À vouloir s'abstraire du principe de réalité. Et ça, c'est aussi sans doute les conséquences d'une situation après le Covid. S'abstraire du principe de réalité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, sur ce coup-là. Hein. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui vit pas dans la réalité, c'est toi et ton gouvernement. Hein. Sur les grèves. Les blocages, d'abord, je vous le dis, il y a différentes formes de contestation et vous m'avez permis de le clarifier à l'instant. Qu'il y ait des manifestations organisées pour dire on est contre, c'est légitime. Et je salue d'ailleurs l'esprit de responsabilité de l'ensemble des syndicats qui, je l'ai dit, n'ont pas proposé de compromis, mais ont été contre avec clarté, je le respecte, mais ça a été fait de manière calme, organisée. N'ont pas proposé de compromis, mais ça fait un moment qu'ils en proposent. Les syndicats, ils ont toujours été force de proposition. Il se trouve que sur le point critique de la réforme, ben personne n'est d'accord. Tu veux nous faire travailler 2 ans de plus, on veut pas. Là, la discussion, elle est simple. C'est le principe, c'est que c'est le peuple qui décide, on dit on ne veut pas travailler 2 ans de plus. Maintenant, à toi de trouver les solutions, si tu penses qu'il y a un problème, pour faire en sorte que le système fonctionne avec en travaillant à 62. Il y a 15 jours, 3 semaines de ça, j'ai perdu un ami qui avait 68 ans. Il en a vachement profité de sa retraite. Yeah, youhou, 4 ans. Donc le principe, oui, ils n'étaient pas d'accord, on a dit ce point-là, on n'en veut pas. Et tu sais, c'est pas parce qu'on n'en veut pas qu'on veut pas discuter. C'est que ça, on n'en veut pas. On a le droit à un moment donné de dire non. C'est ça le truc, c'est ce que t'as pas compris encore une fois. Demain, c'est normal. Bon. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je n'ai dit ni les factions ni les factions dans la République. Mais les violences, c'est toi qui les engendres. Il y a toujours eu dans les manifestations une petite minorité de connards qui s'amusent à casser pour le plaisir ou autre. Mais là, on est dans un contexte complètement différent. Forcément, les mouvements les plus extrêmes, ils bougent. T'as énervé tout le monde, mais le problème, c'est que dans la rue, il n'y a pas que des mouvements extrêmes ou des mouvements violents. Il y a tout le monde, là. Je veux dire, c'est pas une minorité du pays qui est en train de bloquer une majorité. Là, il faut arrêter de délirer. Même si les sondages sont plus ou moins justes, là, quand même, ils sont assez unanimes sur la position de notre peuple sur cette réforme-là. Et il y a les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Ouais, en clair, tu veux rendre le droit de grève caduc, c'est-à-dire que on va dire pas content dans la rue, ça ne bloque rien, ça emmerde personne, et du coup, bah, la grève, elle sert plus à rien. C'est pas pour rien que la majorité des lois qui ont essayé d'être posées avant pour contourner la grève ont été toutes anticonstitutionnelles. Bon, là, tu fais de la réquisition pour réquisitionner des gens. Bah, il faut les trouver aussi, hein. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner, ce que nous avons pu faire sur les ordures ménagères. C'est la négociation à la 5e élément, quoi, hein, avec ton gouvernement. Et les réquisitions, ben, apparemment, ça n'a pas l'air trop marché, hein. Parce que pour arriver à compenser la quantité de gens qui travaillent normalement, ne serait-ce que pour ramasser les poubelles dans les grandes villes, pour arriver à les remplacer par d'autres qui viennent de l'extérieur, eh ben, dis donc, bon courage, hein, Manu. Par exemple, dans certaines grandes villes, ou sur les raffineries, à chaque fois qu'il faut le faire, ça va commencer, et ce sera fait pour qu'il n'y ait pas de blocage. Souvent, ça compte très peu de gens, d'ailleurs. À quand un retour à la normale, dans la vie des Français, un retour à l'ordre, même disent certains. Est-ce que vous pouvez prendre un engagement? L'ordre républicain, c'est celui que je souhaite. Je prends un engagement pour ce qui dépend de moi, je suis un peu stoïcien en la matière. Alors non, Manu, t'es pas stoïcien. T'es psychopathe, c'est pas pareil. Moi, je suis un stoïcien. Là, tu cites la philosophie stoïque dans le bon cadre. Effectivement, le principe du stoïcisme, c'est de ne pas se mettre martel en tête sur des choses qu'on ne peut pas changer. Donc tu ne peux agir que sur effectivement les leviers que tu as. Mais tu n'es pas stoïcien. Un stoïcien, il a des émotions, il a de la compassion, il ressent des choses. C'est juste qu'il se contrôle et qu'il se gère pour ne pas en être trop influencé par ses émotions et par les choses contre lesquelles il ne peut rien, c'est tout. Toi, t'es pas stoïcien, t'es psychopathe, t'as des traits de psychopathe en fait. Alors je sais pas si c'est la drogue, je peux pas affirmer que tu te drogues, même si, bon, des fois je pense que t'as la narine un peu chargée. Mais en attendant, non, t'es un psychopathe. Aucune compassion, rien à foutre des gens. Avec une image, un ego assez surdimensionné, avec un sentiment de supériorité. Waouh, non, je refuse que tu t'associes aux stoïciens, là. Je vous ferai une vidéo sur le stoïcisme. C'est la philosophie qui a sauvé ma vie.
pour l'attractivité, parce que ça permet de réindustrialiser le pays, de nous rendre plus forts. Mais il y a quand même un peu un cynisme à l'œuvre. Quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, là je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent, quand il y a des profits exceptionnels, des entreprises qui sont prêtes à racheter leurs propres actions, que leurs travailleurs puissent en profiter. Donc c'est qu'il y ait juste sur les super profits? Non, parce que cette taxation des super profits, nous l'avons déjà fait pour les énergéticiens. C'est ce qu'on a construit au niveau européen. Oui, c'est vrai qu'il n'y a que les énergéticiens qui font des super profits en fait dans le pays. Donc à la limite que tu taxes les énergéticiens pour pouvoir couvrir et amortir la hausse de l'énergie, je veux bien. Mais tous les autres, parce que dans le CAC 40, il n'y a pas que Total Énergie, il y en a plein d'autres qui ne sont pas des énergéticiens. Alors moi j'aimerais bien comprendre quand même ce qu'ils proposent là avec ce cadre pour que ceux qui font des super profits redistribuent un peu plus aux autres. J'ai pas bien compris, il revient un peu après, mais j'ai pas compris le principe là. J'ai le doute en fait, je me demande est-ce qu'il va pas encore essayer de nous ponctionner du pognon là sur ce coup-là. Bon, j'ai pas relevé les timecodes après parce qu'il y a beaucoup moins de choses intéressantes, mais... Qui nous permet d'ailleurs de financer le bouclier face à l'augmentation de l'énergie, et c'est ce qui fait que vous payez par mois une augmentation de 20 € environ, entre 20 et 30 € sur votre électricité et votre gaz, au lieu de 180 ou 200 €. Ça, on l'a financé en taxant les super profits des énergéticiens. Là, je dis, on a des grandes entreprises qui sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles, il faut trouver la bonne technique, mais il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés. Il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du moment. Mais c'est quand même magique que le mec qui a détruit le code du travail et qui, depuis 6 ans maintenant, fait en sorte que les entreprises ne cotisent plus pour le système, appelle les entreprises ensuite à dire il faut redistribuer le pognon. Mais gars, à quel moment tu penses qu'on est dupe? À quel moment? La deuxième chose, c'est qu'aussi beaucoup de travailleurs disent, vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie, eux ils vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. Alors ceux qui disent ça, ils votent Marine, ils votent pas Macron. C'est pour ça qu'il faut très vite engager pour aller chercher toutes celles et ceux qui sont au RSA et les aider à revenir vers l'emploi, les aider et les responsabiliser. Et ça, ce sera une réforme les plus importantes à venir, c'est-à-dire droits et devoirs renforcés pour les bénéficiaires du RSA, mieux les former et les accompagner. Droits et devoirs pour les bénéficiaires du RSA. Alors, vu la politique qu'il a depuis 6 ans, il y a de quoi quand même se faire du souci là sur ce coup-là. Même si je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses à revoir sur les aides publiques, moi je crains vraiment ce qu'il va nous faire. En tout cas pour ceux qui touchent le RSA. Ça va être chaud, Régler parfois les problèmes de logement, de garde d'enfants, de transport, mais faire revenir à l'emploi des gens aujourd'hui qui n'y sont pas, parfois depuis des années ou des dizaines d'années, au moment même où on a des besoins. C'est ce que vous avancez aujourd'hui pour l'apaisement. Au moment même où on a des besoins, est-ce que tu as conscience que tu peux pas prendre un gars dans une branche qui a un métier et le transposer, le téléporter instantanément dans une autre branche? Il y a un temps de formation entre les deux. Puis il y a aussi la motivation. C'est pas sûr que les gens y veuillent le faire. Ça, c'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a besoin de justice. À côté de ça, il y a besoin de justice, arrête de casser le système. Il y a ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi des protestations sur le travail. Beaucoup de gens, à juste titre, j'ai écouté dans l'agroalimentaire, en Bretagne, dans certains métiers encore postés, dans l'industrie, dans le centre de la France, les métiers aussi du soin, les éboueurs, les égoutiers, ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé, c'est vrai. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème il est à 55 ou 58 ans. Alors, et donc, le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. La solution doit très concrètement le prendre à bras le corps. Parce que si on... Et tu pouvais pas parler de ça avant, de modifier l'âge de la retraite. C'est pas idiot. Là, pour une fois, c'est pas idiot ce que tu racontes. Effectivement. Les problèmes des métiers physiques, ils arrivent bien avant l'âge de la retraite, on est bien d'accord. Moi qui approche des 50 maintenant, il y a des prestations, quand on a des tonnes et des tonnes de matériel à sortir, à la fin de journée, je suis éclaté. Et je mets beaucoup moins de temps à régénérer qu'avant, on est bien d'accord, que physiquement, on décline avec l'âge. C'est pas un mystère, ça. Mais t'aurais pas pu passer ce genre de discussion avant la réforme des retraites? C'était pas... Non? On veut donner une réponse à cette colère légitime, une réponse efficace. Il nous répond après, c'est vrai. Moi, je souhaite, il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets. L'usure professionnelle, la reconversion de fin de carrière. Il y a beaucoup de métiers où, au fond, passer 50 ans de reconvertir. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre sur la table ces propositions? On a commencé à le faire. Et d'ailleurs, les assises du travail n'ont pas attendu la réforme des retraites. Et beaucoup de choses qu'on a fait sur les carrières professionnelles se sont faites durant le premier quinquennat. Mais il faut continuer. Quand la colère s'exprime, il faut aussi l'entendre et accélérer. Donc, l'usure professionnelle. Quand la colère se fait entendre, il faut entendre et accélérer. T'as pas compris que les Français, ils sont pas en colère parce que tu vas pas assez vite. Ils sont en colère parce que tu fais pas ce qu'il faut. Quant aux assises du travail, etc., moi je veux bien qu'il y ait eu des avancées, etc., mais vous auriez pu aboutir, aller au chemin de ça, finalement, avant de toucher à la réforme des retraites. T'as encore 4 ans de mandat. Tu pouvais très bien la passer à la fin de ton mandat, la réforme des retraites. Sérieux. La colère s'exprime pour passer des propositions supplémentaires. Je suis en train de vous dire qu'on a commencé à faire les choses. Si j'étais là à vous dire on a tout bien fait, vous diriez, vous êtes un drôle de type. C'est ce que t'as dit en fait. T'as dit on n'a pas fait d'erreur.
On a tout bien fait. Vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui protestent. Et ça veut dire par là que quand ça s'exprime, c'est là aussi où une démocratie, elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime dans un cadre républicain et y apporter une réponse. Et donc, je dis juste, ah ben ça serait bien que tu y apportes la réponse, parce que là, ça fait quand même quelques semaines que ça gueule et qu'il n'y a pas de réponse, en fait. En face, il n'y a que des flics et du 49.3. qu'on a commencé à apporter, elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles, et donc on doit aller beaucoup plus loin. L'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. La deuxième chose, c'est la progression de la carrière. Beaucoup de gens qui manifestent disent, il y en a qui bossent pas. Ce que je dis, il faut y répondre par la loi travail. Bah alors moi, dans ceux qui manifestent, je les ai pas entendus, ceux-là. Hein. Dans tous ceux qui râlent autour de moi, avec qui je discute, il y en a très peu. Et encore une fois, ceux-là, ils vont pas voter Macron, ils vont voter Marine. Oui, effectivement, il y a des gens qui abusent du système, il y en a toujours eu, mais enfin, ils sont tellement marginaux, sont tellement minoritaires, le problème est pas là. On va pas sanctionner l'intégralité d'un pays simplement parce qu'il y en a une poignée qui abusent du système. Ceux-là, il faut les choper et puis faire en sorte qu'ils soit les recadrer, soit les sanctionner, j'en sais rien. Mais et puis, effectivement, les gens ont changé d'approche du travail, Manu. Pas compris que c'est terminé l'époque où tu allais pouvoir mettre des gars de 16 ans jusqu'à 65 ans ou 80 ans à gagner une misère. L'esclavage, c'est terminé. Et les gens se révoltent là-dessus. Il y en a beaucoup qui en ont pris conscience avec le Covid, justement. Et le système de droits et devoirs, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Mais ils nous disent aussi, au fond, le travail paye pas assez. Alors là aussi, je vais vous dire, on a fait beaucoup de choses. Ah ben oui, mais là le problème c'est que le gouvernement, si tu avais des lois des lois qui en imposaient, tu pourrais peut-être effectivement obliger les entreprises à augmenter les salaires. En tout cas, celles qui ont les reins et les trésoreries qui le permettent. Parce que la majorité des petites entreprises, ils peuvent pas le faire. Ils ont pas les trésoreries, ils ont pas les budgets pour y arriver. La majorité des patrons qui font vivre dans le pays, ce sont pas des riches. C'est ça là aussi le truc qu'il faut arriver à casser comme image. Donc oui, que le travail soit mieux rémunéré, je suis bien d'accord. Enfin, déjà, ça serait bien que l'État le fasse, montre l'exemple. Quand on voit comment sont payés nos fonctionnaires, type les professeurs, les hôpitaux, etc., et puis même nos cerveaux, nos chercheurs. On s'étonne après que tous nos intellectuels, ils se barrent du pays, mais forcément, ils sont pas payés pour leurs compétences. On a fait, en 2019, la prime d'activité augmentée de 100 € au niveau du SMIC. Jamais les SMICards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté depuis des décennies. Ah bah alors c'est bon, tous les SMICards qui sont dans la rue, vous pouvez rentrer chez vous. Notre président, il a dit qu'on était les plus riches. Enfin, moi, souvent, je gagne même pas le SMIC par mois, donc... mais on n'a jamais eu autant de pouvoir d'achat. C'est le président qui l'a dit, là... On a augmenté ces 18 derniers mois le SMIC en France de 9,5%, plus que l'inflation. Néanmoins, il faut entendre ce que nous disent nos compatriotes qui manifestent sur ce sujet, qui n'est pas celui des retraites, mais du travail qui doit payer. Premièrement, moi je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux, dès qu'ils sont prêts à le faire, là ils vont continuer demain de s'opposer, mais je les invite à se réengager très vite avec nous, pour qu'on ait dans toutes les branches, qui sont en dessous du minimum légal, pour leur salaire minimum. Parce que vous avez des tas de branches qui en fait continuent à payer les gens en dessous du SMIC légal. Là vous nous parlez des partenaires sociaux. Avec quels partenaires politiques vous allez avancer sur ces sujets? Non mais, Manu, on a... Alors, je te réexplique le truc parce que t'as pas l'air d'avoir compris. On a un code, tu sais, une sorte de gros bouquin dedans où il y a marqué code du travail. On a une loi, et puis on a même des magistrats qui sont chargés de faire appliquer ces trucs-là. Si t'as des gens qui payent pas au SMIC ou qui fraudent le système, on a une justice qui sert à ça. Je veux dire, tu vas pas nous la jouer Batman quand même, tu vas pas nous mettre un costume pour aller botter le cul des patrons qui respectent pas les lois. Sérieusement. Il y a besoin de discuter avec les partenaires sociaux, machin, des gens qui fraudent? T'es sérieux là sur ce coup-là? Entendu toutes celles et ceux qui sont prêts à avancer sur ces sujets concrets pour nos compatriotes. Et donc je leur dis, allons travailler pour maintenant très vite trouver une réponse dans tous ces métiers qui sont insuffisamment payés, qui sont souvent les métiers de première et deuxième ligne dont on a eu besoin pendant la période Covid, et qui continuent à avoir des salaires minimums dans leur branche qui sont inférieurs au minimum légal. Et on doit accélérer, enclencher les choses. Deuxième élément, on doit travailler les carrières. C'est pas une loi qui changera les carrières, parce qu'on n'est pas une économie administrée. Mais il faut remettre sur le terrain le dialogue social pour que les carrières permettent de mieux gagner sa vie. Vous savez, on est l'un des pays où le salaire minimum est le plus élevé en Europe. Mais le salaire médian, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel il y a la moitié des gens, au-dessus duquel il y a l'autre moitié des travailleurs, c'est l'un des plus proches du salaire minimum en Europe. Ce qui fait que les carrières sont écrasées dans notre pays. Et c'est un peu désespérant pour beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a trouvé des réponses. On a enlevé, comme vous le savez, des cotisations sociales et les impôts sur les heures supplémentaires. Ça n'a rien changé. Ça fait 6 ans que tu baisses les cotisations sociales des entreprises, ça n'a rien changé. On est de plus en plus dans la merde. Parce que c'est là où il y a le pognon, en fait, et notamment dans les plus grosses entreprises. Mais il faut qu'on travaille les carrières dans notre pays pour permettre de se dire, à 45, 50, 55 ans, je vais voir un progrès, soit je pourrais changer de secteur et avoir un métier qui ne me casse plus le dos et prendre en compte mesure, soit au moins je serai mieux payé, j'aurai des tâches qui reconnaissent mieux les choses. Et ça, c'est du dialogue social et c'est indispensable. Est-ce que pour mener ces réformes, Monsieur le Président, c'est Elisabeth Borne qui... Alors attendez, je vais sur le champ politique, je vais finir sur le fond, sur le travail. C'est un sujet essentiel. On a commencé les assises du travail, mais il faut le rendre plus concret. Donc moi, je veux réengager avec les partenaires sociaux très vite sur tous ces sujets. À quelle échéance? Là, on faut le préparer dans les prochaines semaines. Donnons-nous les 3 semaines, un mois pour définir ça. Ah oui, c'est urgent. Tout est toujours urgent avec lui, de toute façon. On prend jamais le temps de réfléchir, jamais le temps d'anticiper, tout est urgent.
les objets et la méthode, et engager, mais il faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussions concrètes où on est tous autour de la table. Vous avez commencé à appeler les syndicats? Ils vont manifester demain, je respecte cette manifestation, je les engage. Mais derrière ça, il y a le sens du travail. Moi, je suis frappé, et c'est pour ça que je le dis avec, il faut beaucoup de bienveillance et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit, nous, c'est pas la retraite le problème, on veut plus travailler du tout. Parce qu'il y a eu, et on a cette crise dans beaucoup de pays occidentaux, on a beaucoup aidé au moment du Covid. Et donc, tout s'est un peu déréglé, les référentiels. C'est aussi pour ça que c'est plus dur de convaincre qu'il faut de la responsabilité, parce que pendant plusieurs mois, on a payé pour pas... Ah, mais c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est que, en 2020, quand, alors surtout dans le spectacle, hein, nous, on a été interdits de travailler pendant 1 an et demi. Hein. Donc, ils nous ont versé des aides. C'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, au début, sur les 6 premiers mois, par exemple, des aides, comme je travaille de manière irrégulière et que nous le faisions de mois en mois, c'est tombé pile poil dans la période où j'avais les mois, sur 2019, j'avais les mois les plus faibles. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec une interdiction de travailler totale et des aides qui étaient à peine supérieures au RSA. Et oui. Parce que moi, j'ai des mois concentrés, en fait. Il y a des mois qui sont où je vais gagner beaucoup plus d'argent. Et ensuite, lycée sur l'année, j'arrive un peu en dessous du SMIC en revenu. Et donc pendant ces périodes-là, il a fallu que je me démerde à payer tout, loyer, etc., sans aucun revenu et avec des aides au lance-pierre. À partir de l'été, ils ont modifié le truc. Mais donc ça veut dire que en fait, on s'est habitué. C'est fou quand même. En l'espace de 6 mois, parce qu'on n'a pas été tous, ça a été interdit 1 an et demi. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont pu reprendre le travail. Donc c'est bien ça. Le truc, c'est que j'avais pas compris. Mais j'avais pas compris. En 2020, on s'est habitué à être payé à ne rien faire en l'espace de quelques mois et on s'est dit, ouah, c'est trop cool, on va rester comme ça toute notre vie. Après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que pour qu'elle passe, elle ne laisse aucune incertitude. Elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49.3, fameux article. C'est la 100e fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement. Mais elle n'a pas de responsabilité. Si elle dégage de toute façon de son poste de Premier ministre, de Première ministre, bon déjà elle est députée, si je ne me trompe pas. Et puis ensuite, de toute façon, elle va toucher retraite et tous les avantages qui sont liés à la fonction ministérielle. C'est valable pour tous les autres ministres. Elles sont où les responsabilités ? Pénalement, on va la mettre devant un tribunal parce qu'elle aura imposé de passer un article de loi en conformité avec la Constitution ? Non. Alors arrête de nous parler de la responsabilité. Vous n'en avez pas des responsabilités. Vous ne les assumez jamais. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de responsabilité. Vous êtes intouchable. Pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible, tout ne passe pas par la loi. Des textes plus courts, plus clairs. Ça y est, il va nous gérer le pays à la Twitter, en fait. Tous les articles de loi vont être limités à 280 caractères. C'est l'idée. Il y a des individualités politiques avec leurs convictions qui sont prêtes à travailler avec les forces de la majorité. Et donc je souhaite que la Première ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les... Bon là, il nous fait du vent et il va nous faire du vent jusqu'à la fin. En gros, je vais m'arrêter là, j'ai ma dose. Même à 1,75 de vitesse, il est pénible à écouter. Alors, il a vachement progressé par contre dans sa prosodie, dans sa façon de s'exprimer depuis le début de son mandat. Il a certainement été très très bien encadré là-dessus et tant mieux. Hein, parce que, écoutez, notre président, quand il y en a un comme Marlex par exemple, il y a de quoi devenir fou. Donc déjà que moi je l'écoute pas beaucoup avec une bonne prosodie et maintenant il a de vraies compétences d'orateur, notre Macron. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de rajouter une chose ? Oui, juste une chose, c'est je me posais la question de pourquoi autant d'insistance sur cette réforme de retraite et sur ce fameux âge. J'ai trouvé quelques réponses, alors je sais pas si elles sont, je pense que c'est un ensemble de raisons. Mais il y en a une que j'ai trouvée intéressante, c'est que quand je réfléchis un peu, je me suis dit 62, 64 ans, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Ben, ça va changer que pour les plus pauvres, et pour ceux qui ont des professions les plus difficiles, ils vont devoir partir plus tôt, donc ils auront plus de décotes. En ayant plus de décotes, ils auront moins forcément de revenus. Ce qui fait que les plus pauvres vont se retrouver avec beaucoup de décotes puisque de toute façon ils pourront pas aller jusqu'à 64 ans. La deuxième chose, c'est que les plus riches, par contre, eux, dans leur branche, il y a déjà des retraites complémentaires. Et pour ceux qui ont le plus d'argent, ils vont pouvoir en plus investir dans les retraites supplémentaires, qui là sont des retraites par capitalisation. Ce qui fait qu'en fait, en gros, pour moi, cette réforme, elle va avoir tendance à favoriser énormément les retraites par capitalisation. Et qui gère les retraites par capitalisation ? Les banques et les financiers. Or, notre ami Macron, il vient bien de ce milieu-là quand même. Hein. Pas oublier que c'est un ancien banquier de Rothschild et qu'il était à l'économie avant. Donc, pour moi, cet entêtement, en fait, c'est encore un cadeau qui va être fait aux banques et aux financiers.
Ce qui n'est peut-être pas forcément quelque chose de très judicieux quand on voit ne serait-ce que la banque suisse qui a été rachetée dernièrement ou la banque américaine qui a fait faillite. Et la banque suisse, ils essayent de stabiliser le truc, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver quand même. Donc on a un problème déjà à l'échelle de notre finance mondiale, et que si la finance s'effondre, elle va entraîner tout le reste avec. Parce qu'il n'y a pas de, comment dire, de procédure de secours en fait en cas d'effondrement du système financier. Il est devenu tellement important et tellement tentaculaire que sans lui, en fait, le réel, en tout cas pendant un temps, va se figer. Donc moi j'ai l'impression vraiment qu'ils poussent et qu'ils imposent cette réforme-là des retraites, principalement entre autres pour favoriser ça. Puis il y a de l'idéologie derrière. Notre ami Macron, à chaque fois qu'il a une idée ou qu'il veut faire passer une loi, envers et contre tout, il fait passer cette loi-là. Voilà. Il n'y a qu'une météorite qui pourra l'empêcher. Ou alors un gros bottage de fion si les manifestants s'énervent pour de vrai. Voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter là cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle dure. Je vais voir si je la coupe ou pas. Le temps de faire l'export, de me préparer, et je vais aller à la ville la plus proche de chez moi pour voir un peu si ça bouge et me joindre à la manifestation. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet, j'espère.